Bonjour, merci d'être venu à cette deuxième conférence du cycle consacré au Front populaire. Ce cycle de conférences est fait en parallèle à l'exposition qui est faite à l'Hôtel de Ville, qui commence le 19 mai, sous la direction de Françoise de Noyelles. Et donc le comité d'histoire a organisé un cycle de conférences. Les conférences ont lieu tous les vendredis à 12h30 ici au Petit Palais, sauf la conférence de la semaine prochaine qui aura lieu à l'auditorium de l'Hôtel de Ville. L'entrée est 5 rue Lobau, à l'arrière de l'Hôtel de Ville. Il faut s'inscrire. Donc sur le programme, je sais qu'il n'y en a plus, mais sur le programme, vous avez l'adresse. J'ai aussi le programme de la liste des conférences sur lequel vous trouverez l'adresse pour vous inscrire éventuellement pour la conférence de la semaine prochaine. Pour des raisons de sécurité, il faut être inscrit. Et au cas où, il y ait une pièce d'identité, parce qu'on peut vous la demander à l'entrée de l'Hôtel de Ville, si vous venez. Donc, notre cycle de conférences continue aujourd'hui avec Michel Margueras. Michel Margueras est professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris 1. Ses travaux portent sur les institutions, sur les politiques et les acteurs économiques et sociaux. Et c'est un spécialiste du Front populaire. Il a écrit avec Daniel Tartakovsky un ouvrage sur le Front populaire. L'avenir nous appartient, une histoire du Front populaire, publié chez Larousse, qui est là, je vous le montre, et qui est encore disponible dans les bonnes librairies. Voilà, donc qui est un ouvrage illustré, très riche, tant par ses illustrations que par son contenu. Je vous souhaite une bonne conférence. Merci beaucoup. Bonjour à tous, à toutes. Vous avez pu peut-être assister à la conférence précédente de Daniel Tartakovsky, et donc nous avons réalisé il y a quelques années cet ouvrage portant sur l'ensemble des aspects concernant le Front populaire. Mais aujourd'hui, je vais au fond vous présenter un petit peu l'autre volet de ce qu'a dû vous présenter Daniel la semaine dernière. En gros, notre idée un peu centrale qui guide cet ouvrage, c'est de dire que, et vous allez voir que ça a quand même quelques résonances avec la situation actuelle, c'est le fait que l'été 1936, on va en voir les différentes composantes, ont été au fond un moment de genèse d'une véritable double culture qui va s'enraciner chez les Français et les Françaises, dans la nation française pour une longue durée, probablement jusqu'à aujourd'hui. Une culture à la fois de mobilisation sociale, ce dont a parlé Daniel Tartakovsky la semaine dernière, en quoi le Front populaire est un mouvement social avec une mise en mouvement. Et vous voyez qu'aujourd'hui, la mise en mouvement, ça veut dire quelque chose. On en voit quelques éléments aujourd'hui. Avec ce phénomène de savoir jusqu'à quel point cette mise en mouvement est plus ou moins spontanée, plus ou moins organisée, plus ou moins structurée, plus ou moins convergente, divergente. Vous voyez, toutes ces questions qui sont également posées aujourd'hui. Bien, il semble bien que 36 a été un élément fondateur là-dessus. Et une autre culture qui s'est superposée à l'autre, non sans tension, non sans contradiction, mais aussi non sans point d'appui, qui est ce qu'on a appelé, peut-être, on peut discuter, mais une sorte de culture de régulation, c'est-à-dire l'idée assez répandue qui va s'enraciner dans des institutions, dans des pratiques aussi en 1936 et dans les années suivantes, l'idée que par la loi, par des institutions, on peut établir des normes, des règles de fonctionnement de l'économie, de la société, notamment en matière de relations de travail. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à aujourd'hui. Et ça a été une question qui a été au cœur de 1936. Il est probable que c'est en 1936 que ce que certains reprochent aujourd'hui au droit du travail s'est mis en place, c'est-à-dire l'idée de fonder des droits reconnus, notamment aux salariés, mais pas simplement, pour que le travail devienne en fait une institution avec ses règles, etc., etc. Donc c'est ce double mouvement entre une mobilisation d'un côté où on compte sur ses seules forces et de l'autre côté où on a quand même confiance dans la loi et dans des règles.
Et c'est ce dosage subtil que 36 va faire à chaque fois mettre en évidence, puisqu'à l'été 36, vous avez la combinaison entre une victoire électorale, la constitution d'un gouvernement tout à fait inédit, on va y revenir, mais vous en avez eu déjà des échos la semaine dernière, et puis de l'autre côté, la plus grande grève de salariés qu'ait connue l'histoire sociale française jusque-là. Une grève quasi-générale. Je dis quasi-générale parce que, contrairement à des idées reçues, c'est essentiellement une grève du secteur privé. Ça, c'est souvent des... le secteur public a été peu touché pour des raisons de maintien d'une activité. Et donc, c'est une grève surtout du secteur, y compris dans des domaines, vous savez, où il y avait peu de syndicats, peu de traditions, comme les grands magasins, comme certaines petites entreprises, etc., dans la distribution ou autre. Alors, moi, je vais donc insister sur la culture de mobilisation, mais comme vous en avez déjà vu pas mal de choses la semaine dernière, je vais surtout insister sur la culture de régulation. Qu'est-ce que 36 a fait émerger en matière de régulation économique et sociale? Alors, dans un premier temps, je replacerai un peu ce qu'a été cette double impulsion. Il est probable que la mise en mouvement de ces nouvelles institutions, de ces nouvelles aspirations, de ces nouvelles règles en matière économique et sociale provient de la conjonction de la victoire électorale, la constitution d'un gouvernement, donc au niveau institutionnel, respectant la constitution de la Troisième République. On va voir que, d'ailleurs, Léon Blum, désigné par le président de la République comme président du Conseil, attend un mois, selon les règles de la Constitution, pour former son gouvernement, c'est-à-dire les délais nécessaires, effectivement, pour la mise en place de cette nouvelle Chambre des députés et la mise en place effective d'un gouvernement qui obtienne la confiance de la Chambre des députés. Donc une double impulsion qui est celle de la victoire électorale, de la constitution d'un nouveau gouvernement, et en même temps, et c'est le en même temps qui est intéressant, en même temps une grève inédite par son ampleur, par ses modalités, par ses formes d'organisation, par ses revendications et par ses résultats. Donc véritablement une innovation, si vous voulez, en matière aussi de mobilisation. Alors, que dire pour mettre en place cette double impulsion? Un tout petit élément de contexte. On est dans une crise économique à l'époque, crise économique qui a commencé peut-être pas tout à fait en 1929, mais c'est pas le problème aujourd'hui, mais en tout cas dans les années 30, avec la caractéristique française, là aussi j'insiste pas, mais la caractéristique française, c'est que donc 30, 31, 32, on a une crise quasi générale de la plupart des pays, à la fois industriels et les pays peu industrialisés, qui subissent de plein fouet la chute des prix des matières premières. Mais à partir de 1933-34, un certain nombre de pays connaissent une reprise, et pas la France, qui, elle... bon, là aussi, peut-être ça vous rappelle des choses, j'en sais rien. Bon... ça peut être l'occasion d'une discussion. Il y a une rechute, c'est-à-dire la France décolle pas, quoi. En 35, elle est de nouveau dans un creux, alors que l'Angleterre, l'Allemagne, sous des formes différentes, l'Angleterre et l'Allemagne. Mais Hitler est arrivé au pouvoir en janvier 33, etc. Donc l'Angleterre, l'Allemagne, déjà, commencent à remonter, quoi. Alors que la France stagne au niveau presque le plus bas qu'elle avait atteint en 32, etc. Donc on a une crise. Avec un chômage relativement difficile à apprécier, c'est-à-dire que dans des statistiques officielles, il n'y a pas énormément de chômeurs. Pourquoi? Parce que les chômeurs sont des chômeurs secourus, mais il n'y a pas de système d'assurance chômage généralisé. Donc c'est des fonds de secours. C'est-à-dire, si vous voulez, les chômeurs sont considérés comme des indigents, des pauvres, etc. Et donc il y a des fonds de secours non obligatoires pour les chômeurs et non obligatoires pour les municipalités qui les délivrent. Donc c'est forcément des statistiques insuffisantes pour savoir quels sont les vrais chômeurs véritables, ceux qui sont privés d'emploi véritablement. Donc le maximum de 550 000 chômeurs en 1935 est sans doute insuffisant. D'autre part, il faut bien savoir que la France a renvoyé dès 1932 plus de 800 000 étrangers.
C'est pas la France, c'est le patronat français. Hein, c'est une partie des employeurs qui ont anticipé tout ça. Donc, vous voyez, donc c'est pas les chiffres du chômage de l'Allemagne, 6 millions, c'est pas les chiffres du chômage absolu des États-Unis, c'est 12 millions, mais ni de l'Angleterre où c'est 3 millions ou quelque chose comme ça. Donc, mais les institutions du chômage sont défaillantes en France. Donc aussi, elles sont défaillantes pour nous donner des renseignements aujourd'hui sur combien il y avait de chômeurs. Donc vous voyez, on est dans cette interaction entre les instruments de connaissance et la conjoncture effective. Bon, donc on est dans une situation de chômage, on est dans une situation d'autre part de tension internationale qui a été bien entendu aggravée par l'arrivée de Hitler au pouvoir en janvier 1933, alors que Mussolini y est depuis 1922 et surtout la dictature, disons, fasciste depuis 1926-1927, et où les crises internationales commencent à se multiplier. Et de ce point de vue, l'année 36 est assez riche en escalade, puisque en février 1936, en Espagne, c'est la victoire légale de la coalition de Front Populaire, qui s'appelle le Frente Popular, qui n'est pas tout à fait la même composition qu'en France, puisque ce sont essentiellement des radicaux, des socialistes, des communistes et des anarchistes. Donc c'est une grande coalition de toute la gauche espagnole dans une république qui est très récente, puisqu'elle date de 1931. Mais un régime qui va susciter une opposition importante et qui va déboucher, vous le savez, en quelques semaines, en quelques mois, sur une véritable guerre. On a l'habitude de parler de guerre civile. C'est une guerre civile, mais c'est assez rapidement une guerre pour de bon, une guerre internationale, puisque en fait les Italiens vont intervenir, les brigades internationales. Donc vous avez des Italiens d'un côté, des Italiens de l'autre, des antifascistes, des Hemingway. Enfin bon, on est, vous voyez, c'est plus une guerre civile. Hein, c'est déjà les débuts probablement de ce qu'on peut appeler la marche à la guerre pour de bon. Donc on est dans une situation déjà relativement tendue sur le plan international. Et le mois d'après, en mars, Hitler occupe la Rhénanie, contrairement au traité de Versailles, c'est-à-dire qu'il franchit le Rhin avec l'armée allemande qui était soi-disant limitée à des armements légers, et alors que c'était devait être une zone démilitarisée. Le gouvernement français, qui est dirigé par un radical modéré qui s'appelle Sarraut, proteste mais ne fait rien parce que la proximité des élections empêche toute possibilité de mobilisation. On est en mars et les élections ont lieu fin avril. Dans la situation politique, la situation est un peu compliquée. Il y a eu une victoire électorale en 1932 de la gauche non communiste, ce qu'on appelait le cartel, hein, c'est-à-dire des gouvernements radicaux avec le soutien des socialistes. Et puis au 6 février 1934, en fait, les radicaux ont changé d'alliance, ils se sont alliés avec la droite. Et c'est la droite qui est revenue au pouvoir alors qu'elle avait été battue aux élections de 1932. Et en 1935, c'est Laval qui veut mener une politique dite de déflation, c'est-à-dire en fait une politique, on dirait, d'austérité aujourd'hui, hein, pour essayer de rétablir les équilibres financiers, donc diminuer les dépenses. Et il va jusqu'à diminuer les traitements des fonctionnaires de 10% en juillet 1935. Donc ça fait partie des revendications de la gauche qui se reconstitue dans son unité pour les élections de 1936, c'est d'abandonner les mesures de déflation et notamment cette fameuse diminution des traitements des fonctionnaires. Donc on assiste, mais ça a dû vous être dit la semaine dernière, à un processus tout à fait inédit qui est qu'à partir de l'été 1935 se constitue une alliance tout à fait insolite entre les socialistes, les communistes, auxquels vont se joindre les radicaux en toute fin de période de l'année 1935, malgré des divisions qui avaient, sur lesquelles je n'ai pas le temps d'insister, mais on pourra y venir si vous voulez dans la discussion. C'est-à-dire que, grosso modo, ce qui a permis cette alliance insolite, c'est le fait que les communistes changent à la fois de pratique d'analyse de la crise, jusqu'en 1935, ils partent de l'idée que la crise, c'est la crise du capitalisme, c'est la radicalisation, donc c'est socialisme ou fascisme. À partir de 1935, ils ont vu quels dégâts ça a
cela a conduit en Allemagne, où la division entre socialistes et communistes a facilité l'arrivée au pouvoir de Hitler. Et donc, il y a un renversement incontestable, dont la France va être un peu le théâtre d'expérimentation, qui consiste à dire non, c'est pas entre fascisme et socialisme. Le socialisme, il n'est pas pour aujourd'hui, il n'est même pas pour demain. Il y a une phrase de Torres tout à fait intéressante pendant les grèves en disant c'est pas pour aujourd'hui, c'est même pas pour demain. C'est entre fascisme et démocratie. C'est-à-dire la démocratie, toute bourgeoise qu'elle est, a quand même du bon parce qu'elle permet aux organisations ouvrières d'exister. Donc pour simplifier, pour caricaturer, mais après c'est la discussion qui permet de renuancer, on passe d'une politique du pire, non pas à une politique du moindre mal, mais à une politique, disons, plus réaliste de la tâche immédiate, qui consiste à dire il faut faire un front antifasciste, il faut faire un front populaire. Donc la mobilisation qui va inclure les partis politiques, qui jusqu'à présent étaient très opposés, les socialistes, les communistes, auxquels vont se joindre les radicaux, qui étaient pourtant liés à Laval jusqu'à la fin de l'année, mais qui vont largement diverger sur la politique extérieure et qui vont se rapprocher des communistes et des socialistes, s'adjoint aussi les deux grandes confédérations ouvrières de l'époque, qui étaient la CGT et la CGTU. La CGT qui était plutôt socialisante, si on veut, et la CGTU qui avait fait scission dans les années 20-21, qui était plutôt communisante. Et qui, elles aussi, vont être partie prenante de ce front antifasciste. Donc la mobilisation commence sur le terrain du danger fasciste. Danger fasciste à l'extérieur, les avancées de l'Allemagne nazie, on a bien compris que Hitler ne veut pas respecter le traité de Versailles, mais veut rebattre les cartes, y compris au prix d'une nouvelle guerre, pour trouver une nouvelle situation de l'Allemagne. Et fasciste à l'intérieur, le 6 février 1934, la manifestation à la Concorde des ligues et de certaines organisations d'anciens combattants ont été perçues à l'époque par les contemporains comme étant fascistes. Bon, les historiens aujourd'hui vous racontent ce qui est vrai, qu'ils n'étaient pas fascistes, que c'était pas vraiment bon. Mais ce qui compte, c'est que les contemporains, eux, l'ont cru et l'ont vu comme étant, au fond, une menace fasciste, parce que c'est quand même une manifestation qui marche contre la Chambre des députés et qui essaye d'entrer dans la Chambre des députés. Donc on ne peut pas dire que ce soit tout à fait une manifestation ni pacifique, ni totalement respectueuse des institutions parlementaires. Bien, donc ça a été perçu comme ça. Donc la mobilisation était essentiellement, on le voit le 14 juillet 1935, antifasciste, et elle va, au fond, à l'occasion des élections, glisser vers une mobilisation sociale pour défendre les victimes de la crise, améliorer la situation. Et depuis le mois de janvier, il y a un programme du Front populaire, donc signé des trois partis, des deux confédérations syndicales qui ont refusionné en mars 1936, CGT et CGTU, qui ont refusionné dans une grande confédération. Il y a à côté une petite CFTC, mais qui est beaucoup plus petite, beaucoup plus réduite. Et le programme du Front populaire, c'est le pain, la paix, la liberté, c'est-à-dire c'est à la fois un programme contre le fascisme à l'extérieur, contre le fascisme à l'intérieur, la liberté, mais aussi le pain, c'est-à-dire une politique de relance. Là aussi, vous allez retrouver des choses, de relance de l'économie par la consommation, par la hausse du pouvoir d'achat, par la hausse des salaires, directs ou indirects. Et donc, de renverser la politique d'austérité jusque-là menée par Laval jusqu'à la fin de 1935. Quand les élections ont lieu 26 avril, 3 mai, donc qui encadre le 1er mai, 2 tours, c'est un scrutin uninominal d'arrondissement, ce qui fait la victoire du Front populaire, c'est le bon désistement du candidat de la gauche le mieux placé, qui était tout à fait nouveau. Pensez que vous avez des communistes qui se désistent pour des socialistes pour des radicaux, et l'inverse. Et les reports se font assez bien. On a compté vaguement qu'il y a 5 ou 6 circonscriptions sur 500 et quelques où ça se passe mal. Mais le reste, les reports de voix se passent bien. Là aussi, vous avez toute une série d'éléments pour voir ce qu'on raconte sur les reports, les pas-reports,
le Front républicain, enfin tout ce que vous voulez là-dessus aujourd'hui. Donc là, on est dans un tout autre contexte. Mais totalement inédit, parce qu'il n'y a jamais eu d'alliance qui inclut les communistes et qui va jusqu'aux radicaux. Donc là, c'est le signe, si vous voulez, d'une politique nouvelle, d'une politique vraiment de large compromis antifasciste et contre la crise. L'écart n'est pas très considérable, mais la gauche toute confondue donc est majoritaire, et donc on atteint quelque chose comme 376 sièges à peu près contre 222. Donc vous voyez, ça fait un écart quand même de 150. Avec un changement de rapport de force, les socialistes passent légèrement devant les radicaux, ce qui permet à Léon Blum d'être président du Conseil, c'est-à-dire c'est le plus grand parti de la coalition. Quant aux communistes, ils doublent leur voix par rapport à 1932, où ils avaient une pratique classe contre classe, donc extrêmement isolée, et qui avait été assez peu suivie dans l'électorat. Donc ils doublent leur voix et ils passent de 10 députés à 72 députés à cause des désistements, etc. Donc c'est une poussée, si vous voulez, à l'intérieur de la gauche, du centre-gauche vers ce qu'on appelait à l'époque l'extrême-gauche. Donc c'est visiblement un centre de gravité qui bouge. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en même temps qu'il y a ce résultat électoral, que donc Léon Blum est pressenti comme président du Conseil, je vous l'ai dit, donc au deuxième tour, le 3 mai, le gouvernement est pressenti comme étant celui donc de Léon Blum, mais le système constitutionnel fait qu'il doit attendre en fait un mois avant la mise en place de ce nouveau gouvernement. Donc du début mai jusqu'au début juin. Et entre le début mai et le début juin, il y a donc la perspective de la constitution du gouvernement qui va appliquer le programme du Front populaire, donc le pain, la paix, la liberté, et donc un certain nombre de mesures sur lesquelles on va revenir, mais que tout le monde a bien en tête. Et par ailleurs, il y a donc le fait que dès le début du mois de mai, se mettent en grève donc un certain nombre d'entreprises. Ça commence par des entreprises où il y a un mouvement syndical, notamment CGTU, qui a lutté contre les mesures de rationalisation industrielle dès les années 30. Ça commence dans l'aéronautique, mais ça s'étend assez vite dans des secteurs autres, de la métallurgie, mais même du textile, et puis ça gagne progressivement. Donc pendant tout le mois de mai, c'est-à-dire dans cet intermède où il n'y a pas le gouvernement nouveau, et pendant ces 3 semaines du mois de mai, on voit s'étendre à des secteurs qui jusqu'à présent connaissaient peu de grèves, peu de présence syndicale, à un moment où le mouvement syndical était divisé, était encore faible, etc. Et donc on va voir se gonfler ce nombre de grévistes qui va monter pratiquement jusqu'à 2 millions à la fin du mois de mai. C'est-à-dire qu'au moment où se constitue le gouvernement, on est pratiquement à l'acmé des grèves. Alors ce qui est nouveau dans ces grèves, c'est 3 éléments. Premièrement, on est à peu près d'accord là-dessus, historien, je veux dire, historienne, c'est qu'il n'y a pas eu de directive de grève générale. C'est-à-dire qu'effectivement, elle est partie d'un certain nombre de secteurs qui étaient déjà mobilisés, mais qui, au fond, n'ont pas répondu à une consigne, et encore moins une consigne confédérale ou centrale. Donc il n'y a pas eu de chef d'orchestre clandestin, comme le disent les adversaires des grévistes, du patronat ou de la droite. D'autre part, deuxième phénomène, le phénomène nouveau, c'est les phénomènes d'occupation. Jusqu'à présent, on n'avait pas vu en France, on avait vu en Italie dans les années 20, avant l'arrivée du fascisme, des occupations d'ailleurs dans un autre contexte beaucoup plus belliqueux, beaucoup plus violent. Là, ce sont des occupations pacifiques. Les salariés qui occupent l'usine ne menacent pas de s'approprier l'entreprise. Ils le font dans une perspective défensive, c'est pour éviter les lock-outs. C'est-à-dire que vous savez, quand il y a une grève, notamment lorsqu'elle est très suivie, une des pratiques qui était le cas des chefs d'entreprise, c'était de lock-outer on fait un lock-out général et on réembauche individuellement sans les grévistes ou sans ce qu'ils appellent les meneurs. C'est-à-dire on réembauche sauf ceux qui ont mené la grève, etc. Donc pour éviter ça, mais vous savez bien qu'il
il y a l'idée de la part des salariés organisés dans le comité de grève d'entretenir les machines, d'entretenir le matériel, de ne pas y toucher, etc., dans les grands magasins, alors que la presse de droite s'inquiète du fait que les salariés vont se goberger dans les différents produits vendus dans le grand magasin. Eh bien non, personne ne touche à rien, on respecte en fait. Donc on ne respecte pas la propriété privée au sens du lieu, qui est un lieu privé de l'entreprise, qui pose problème à beaucoup, à certains, y compris au gouvernement. Il faut bien que le gouvernement trouve une issue dans cette situation. C'est effectivement officiellement une situation illégale, mais Léon Blum dit « mais que voulez-vous que je fasse ?» La meilleure solution, c'est d'en sortir en répondant aux revendications. Donc ça va être cette position, cette voie moyenne qui consiste à dire on ne va pas déchaîner la force publique, mais on va convaincre pour effectivement reprendre le travail. Donc sans directive, occupation, mais à partir de la première et même des premiers jours de la grève, il va y avoir peu à peu un encadrement de la grève par les syndicats de la CGT, d'autant plus que les grévistes, quand ils ne sont pas eux-mêmes organisés, font appel à l'union locale ou au syndicat d'à côté pour lui demander comment on fait un cahier de revendications, comment on procède pour négocier, etc. Donc il va y avoir peu à peu une harmonisation et peu à peu d'ailleurs une imitation des cahiers de revendications d'une entreprise sur l'autre avec des revendications communes, et on va voir peu à peu une sorte de mouvement qui s'organise et que, en particulier, donc, la CGT va peu à peu organiser. À la fin du mois de mai, alors que la grève a enflé, on va assister donc à deux processus parallèles et qui recoupent notre idée à la fois de création d'une culture de mobilisation. Donc on voit bien cette mobilisation sociale, notamment des salariés de l'industrie et du commerce, qui vont commencer à fixer des règles de fonctionnement. Je l'ai dit, on ne touche pas à l'appareil de production, à l'appareil de distribution, mais on occupe pacifiquement. On fait des liens avec la population autour, les élus, on essaye d'avoir du soutien, des artistes, on essaye d'occuper pacifiquement la population salariée qui occupe le lieu de travail, par des fêtes, par des jeux, etc. Mais non sans un certain souci d'un certain ordre, y compris, on signalait dans le livre, un certain puritanisme du mouvement ouvrier. Quand on a une usine masculine, les femmes peuvent rentrer de jour pour participer aux activités ludiques et autres, ou revendicatives aussi, d'information, de là où on en est de la négociation. Mais la nuit venue, les femmes sortent. Donc vous voyez, on a aussi le souci d'être exemplaire. Donc on voit se construire comme ça des règles chemin faisant de cette mobilisation, avec en perspective des revendications. Alors on va y venir sur le contenu des revendications. Et dans le même temps, va se constituer donc le gouvernement qui, lui, a en vue de réaliser un programme et qui, du coup, se trouve en situation de réaliser le programme pour essayer de faire reprendre le travail, donc d'insister sur les revendications qui sont les plus sensibles dans la mobilisation pour essayer d'obtenir, au fond, que le travail reprenne, que les occupations cessent, etc. Alors ça va se mener sur deux fronts, qu'importe les dates, mais je peux vous donner les dates au jour près, si vous voulez, à l'heure près même, parce que c'est entre le 4, le 5, le 6 juin, donc je peux tout vous dire là-dessus, mais c'est peut-être pas l'objet maintenant. Mais si vous voulez, en l'espace de 2-3 jours, Léon Blum constitue son gouvernement, fait une déclaration gouvernementale devant la Chambre des députés, qui est la nouvelle Chambre de Front Populaire, où il a une majorité, mais en même temps, il a été sollicité par le patronat. C'est la confédération patronale, qui s'appelle à l'époque la CGPF, la Confédération Générale de la Production Française, l'ancêtre du MEDEF, si vous voulez, toute chose égale d'ailleurs, qui est plutôt dominée à l'époque, mais c'est pas tout à fait faux aujourd'hui, par la grande industrie.
c'est-à-dire la grande industrie métallurgique ou chimique, les grands dirigeants. D'ailleurs, ça va être une des sources de conflits à l'intérieur du monde patronal. Bien, donc la CGPF sollicite Blum pour dire, écoutez, il faut trouver une solution. Donc on est prêt à une négociation. Et donc il y a une négociation qui s'engage avec la CGPF, la CGT qui est contactée, et le gouvernement, et qui va déboucher donc le 5-6 juin à l'hôtel Matignon. C'est le lieu de résidence de ce qu'on appelait le président du Conseil à l'époque, Léon Blum, donc qui réunit à Matignon les représentants de ce qu'on appelle postérieurement les partenaires sociaux. Mais faites attention, c'est une négociation avec trois acteurs, le gouvernement, mais une seule représentation patronale et une seule représentation de salariés, la CGT, uniquement la CGT. La CFTC est trop petite, et à l'intérieur de la CGT de l'époque, vous avez des ouvriers et des ouvrières, des employés, des enseignants, des fonctionnaires. Donc, si vous voulez, c'est une grosse CGT qui équivaudrait aujourd'hui pratiquement et en plus sur des chiffres qui n'ont plus grand-chose à voir, mais à la CGT, à FO, à la FSU, etc., puisque vous avez une gamme très large de salariés là-dedans. Donc, évidemment, ça change la donne par rapport à des négociations comme en 68 ou autres, où vous avez 5 syndicats, ou aujourd'hui, où vous en auriez 7, etc. On est dans une situation un peu exceptionnelle d'unité syndicale, pratiquement, à l'intérieur. Alors, cette réunion débouche sur ce qu'on appelle l'accord Matignon. Normalement, on devrait dire l'accord Matignon. Je ne sais pas pourquoi on trouve souvent les accords. Le terme de l'époque, c'est pas par cuistrerie que j'ai dit ça, mais si vous voulez, c'est effectivement un accord qui comporte plusieurs volets, mais qui a été l'accord Matignon. Alors, qu'est-ce qui prévoit cet accord Matignon ? Parmi les revendications les plus importantes dans la grève, et que le patronat a accepté, la hausse des salaires, qui va être quand même assez considérable, qui va monter jusqu'à 15% pour les salaires les plus bas, donc ce qui est non négligeable, et normalement une moyenne qui tourne autour de 12%. Donc, mais qui sont de plus en plus élevés si on a des salaires bas. Donc c'est un peu un rétrécissement de la hiérarchie. Le deuxième point, qui est ce qu'on appelait à l'époque les contrats collectifs, je pense que Laure Machut, la semaine prochaine, vous en parlera, c'est ce qui va s'appeler ensuite les conventions collectives. Alors là, on est en plein cœur de l'actualité. Vous savez, c'est ces accords de branche dont on nous dit qu'ils sont beaucoup trop rigides par rapport à des accords d'entreprise aujourd'hui, mais qui, à l'époque, représentent un avantage considérable aux yeux des salariés, c'est-à-dire que si on négocie au niveau des branches, on peut obtenir une reconnaissance de droit du point de vue des qualifications, du point de vue des rémunérations, du point de vue de l'embauche, du point de vue du licenciement, même si dans l'entreprise, on n'est pas organisé, on n'a pas le rapport de force pour l'obtenir, mais on bénéficie du rapport de force au niveau de la branche. Évidemment, vous voyez le débat. La question est la même. Évidemment, la solution et la réponse est différente. Le contexte est différent, mais c'est bien la question. C'est-à-dire que dans un cas, si vous en tenez au rapport des entreprises, vous avez des rapports de force extrêmement variables et il y a des endroits où les salariés n'ont pas tout à fait les forces de se défendre. Là, ils peuvent s'appuyer sur un rapport de force au niveau de la branche. Le patronat a accepté pas dans n'importe quelles conditions, puisqu'il y avait 2 millions de grévistes et que les usines étaient occupées. Donc c'est sûr qu'il acceptait en situation chaude. C'était pas en situation tranquille, disons. Et la troisième revendication qui est acceptée par le patronat, c'est les délégués d'entreprise. Alors ces délégués d'entreprise, le patronat voulait pas que ce soit des syndiqués, ça pouvait être n'importe quel représentant des salariés, mais de fait, comme il va y avoir une très forte vague de syndicalisation, qui est un des rares moments en France avec 1944-47 où il y a une forte présence syndicale, ça va monter jusqu'à 3 millions de syndiqués pour une population active plus faible qu'aujourd'hui. Donc vous voyez, on est dans des chiffres qui sont totalement inédits et qui vont rester très minoritaires dans l'histoire sociale française. Il n'y a qu'à la Libération où on retrouvera ces chiffres-là. D'autre part, dans une grande confédération, ce qui est aussi tout à fait inédit, et qui explique une relative efficacité et un poids important à l'époque du syndicat de salariés. Et donc beaucoup de ces délégués d'ateliers sont à la CGT ou entrent à la CGT. Le patronat voulait
au fond, que ce soit des salariés à titre individuel, mais là, de fait, bon. Alors, ces 3 éléments vont être repris ensuite dans des lois que Blum va annoncer comme étant proposées dès la constitution de son gouvernement. C'est-à-dire, il va compléter l'accord Matignon par des lois, soit sur des points dont le patronat ne veut pas entendre parler, notamment les 40 heures. Là, le patronat, à l'accord Matignon, a dit non. Donc ça va passer par la loi. Je vais revenir sur les 40 heures, parce que c'est aussi une question relativement intéressante, et qui était une grosse revendication. Dans les 3 premières mesures, dans les lois qui vont être prises, en 80 jours, juin, juillet, début août 1936, la Chambre du Front populaire va voter à peu près 23 projets de loi qui vont constituer le socle de cette régulation économique et sociale, et qui est en partie dictée dans l'ordre et par la grève. C'est-à-dire que, d'ailleurs, la grève a ajouté des mesures qui n'étaient pas prévues dans le programme. Exemple, les congés payés. Vous savez que les 3 premières mesures que Blum prend, c'est les 3 premières mesures, évidemment, destinées à faire reprendre le travail. C'est-à-dire les plus sensibles pour les salariés. C'est les congés payés, c'est les conventions collectives que vient d'accepter le patronat dans l'accord Matignon, donc consacré par une loi, et c'est les 40 heures que le patronat ne veut pas, mais qui obtiendra l'appui de la Chambre. Les congés payés, j'en dis 3 mots, et vous savez que c'est les congés payés, les 40 heures, c'est ce qui est le plus emblématique de 36. Quand on parle de 36 aujourd'hui, c'est ça qu'on a en tête. Or, ce qui est l'ironie un peu de l'histoire, mais qui est en même temps pas complètement paradoxale, qui s'explique, c'était pas dans le programme. Le programme parlait d'une baisse de la durée du travail sans diminution de salaire, mais ne chiffrait pas. À l'époque, je vous signale, la durée du travail la plus répandue, c'était 48 heures, puisque en 1919 avait été votée une loi des 8 heures qui avait d'ailleurs mis pratiquement 10 ans avant d'être appliquée, parce qu'elle n'était pas obligatoire, il a fallu des décrets, etc., par branche, donc ça s'est fait très lentement. Mais grosso modo, mais à cause de la crise, beaucoup ne travaillaient pas 48 heures. Il y avait beaucoup de chômage partiel, et qui évidemment diminuait d'autant les salaires. Mais donc la durée du travail effectif, on a des statistiques là aussi qui sont défaillantes, etc., parce que c'était une bataille après coup, mais devait tourner autour de 40, 42, 43, selon les branches, etc., mais pas 48. Là, la question se pose 40 heures, et donc c'est la CGT qui proposait dans son programme à elle, et donc qui a ajouté à travers la grève le chiffrage. Le chiffrage n'était pas accepté par les radicaux. Il faut bien voir que les radicaux, à l'époque, c'est un parti de classe moyenne, parmi lesquels il y a beaucoup de petits indépendants, qui sont des dirigeants de PME. 40 heures, surtout si c'est payé 48, ce qui va être réclamé par la CGT et ce qui va être accepté par le gouvernement et voté par la Chambre. C'est-à-dire que, si vous voulez, du jour au lendemain, les salariés ne font plus 48 heures, ils en font 40, mais à partir de ce moment-là, c'est payé quand même 48. C'est-à-dire que ça fait une hausse du salaire horaire de 20%, plus la hausse de salaire dont j'ai parlé, qui est souvent de 10 ou 15, plus les congés payés, c'est quand même 2 semaines de congés payés, ça fait 2/50, ça fait ça fait 4 centièmes, etc., ça fait 4%, etc., etc. Donc c'est vrai que la note s'alourdit pour les chefs d'entreprise. Alors il y a quand même une partie du parti radical qui commence à tanguer, déjà, dès l'été 36. Et puis, il y a une partie du patronat qui dit « Attendez, mais qu'est-ce que c'est que Enfin, je traduis un petit peu légèrement. Mais qu'est-ce que c'est que ces dirigeants patronaux qui ont négocié ça? C'est pas notre patronat à nous, etc. » Et donc, il y a une sorte de vraie révolution de palais des PME contre les dirigeants de la CGPF, au point qu'ils changent de dirigeant. Ils changent de sigle. Non, le sigle est le même, mais les termes sont différents. Ça s'appelle toujours la CGPF, mais ça s'appelle la Confédération Générale du Patronat Français. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus la production, c'est le patronat, c'est-à-dire qu'il faut bien montrer là-dedans qu'il y a aussi des petits patrons, et ils vont changer la tête, ils vont mettre à la tête de la CGPF un fonctionnaire patronal.
c'est-à-dire quelqu'un qui défend encore mieux les patrons que les patrons. C'est quelqu'un qui est un permanent, un intellectuel, qui, au fond, passe sa vie à défendre l'organisation patronale, sans être patron lui-même. Bien que, c'est Gignoux, bien qu'il lance une brochure qui « Patron, soyez des patrons ». Donc on voit bien que c'est une reprise en main, mais qui est censée mieux représenter la diversité du patronat, où vous savez qu'en France, le petit patronat et le moyen patronat pèsent très lourd. Donc au fond, il y a l'idée que le grand patronat pouvait se permettre des hausses de salaire, d'autant plus que ce n'est pas lui qui avait les salaires les plus bas, donc qui ne fait pas le plus gros effort, etc., etc. Donc on voit déjà des sources de conflits possibles. Là-dessus s'ajoutent d'autres lois, une deuxième vague de lois qui, elle, va constituer des vraies réformes de structure pour des raisons de modération du fait de la présence des radicaux dans la coalition de Front Populaire. Les communistes, par exemple, n'ont pas voulu mettre dans le programme des mesures, si vous voulez, au-delà de mesures immédiates de ce type. Néanmoins, il y avait quand même quelques mesures, ce qu'on appelait à l'époque des réformes de structure, c'est-à-dire de nouvelles institutions de régulation économique. Alors dans 3 domaines, quelque chose qu'on souligne assez peu, mais qui est peut-être la mesure qui va le plus loin pour réguler l'économie de marché. C'est l'Office du blé, l'Office national du blé, c'est-à-dire que la coalition de Front Populaire, ça explique aussi une partie de ses scores, a pensé aux paysans, aux producteurs agricoles, dont les prix s'étaient effondrés depuis la crise, et d'obtenir qu'il y ait un office donc créé avec une forte représentation professionnelle qui garantisse un prix de campagne pour le blé, déjà au moins pour une des cultures essentielles. Donc qui évite que le prix s'effondre. Et qui visait même à une sorte de monopole du commerce à l'intérieur et à l'extérieur, comme c'est une des mesures qui a eu la plus faible majorité à la Chambre, et surtout au Sénat, qui lui n'était pas de Front Populaire, qui a voté quand même, mais avec une forte opposition. Ils ont dû céder sur le monopole du commerce intérieur, c'est-à-dire qu'on a laissé en fait à une partie du commerce privé de la farine, etc., donc des meuniers. Bon, il y avait le souci véritablement d'un secteur régulé pour éviter cet effondrement catastrophique qui avait ruiné une partie des agriculteurs. Et ça, ni Vichy, ni les autres gouvernements de la 4e après n'y touchent. Au contraire, ils vont l'étendre au reste du céréal, et puis après, ça va s'enclencher avec la politique agricole commune. Mais si vous voulez, personne ne touche à cette idée de garantir un prix de campagne, c'est-à-dire d'éviter que ce soit la loi du marché pur, qui, notamment en période de difficultés, aboutisse à un effondrement des prix. Si la demande s'effondre, que les prix s'effondrent eux-mêmes. Deuxième mesure de structure, ça a été la réforme, un début de réforme du crédit. Alors là aussi, les radicaux ont freiné un peu. C'est la première réforme de la Banque de France, qui est une banque privée, qui n'est pas nationalisée en 1936, elle sera nationalisée définitivement en 1945, mais, si vous voulez, c'est la suppression du système des régents qui était désigné par les 200 plus gros actionnaires, d'où Daladier qui avait utilisé l'expression des 200 familles. C'était les 200 plus gros actionnaires sur 40 000 actionnaires qui désignaient les 15 régents, parmi lesquels les grands banquiers de la haute banque. On trouvait les Malais, les Neuflis, les Rothschild, etc. depuis 1800, depuis la création de la Banque de France. Alors en 1936, ce conseil de régence est supprimé. On y en substitue un conseil général où il y a beaucoup de hauts fonctionnaires des finances et des responsables des établissements publics ou semi-publics financiers, la Caisse des dépôts, le Crédit foncier, etc. Et donc, ça devient, si vous voulez, une banque qui ne pourra plus s'opposer à la politique financière du gouvernement, comme elle l'avait fait dans les années 20, où elle avait réussi à faire tomber Herriot, le mur d'argent, etc., en 1924. Donc c'est le prélude, si vous voulez, à une nationalisation du crédit, encore timide, mais qui quand même marque une certaine rupture. Et enfin, dernier, la seule nationalisation qui est faite par le Front populaire, c'est dans les industries d'armement, pour des raisons de moralisation, vous savez, contre les marchands de canons, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'entreprises de fabriques d'armement terrestres sont transformées en arsenaux d'État, et puis surtout, ce qui a été remarqué, c'est les constructeurs
d'avions à destination militaire qui vont être nationalisés, pas tout à fait d'entreprises nationales, d'entreprises d'économie mixte, et qui sont le prélude, si vous voulez, de ce secteur public, économique, public de l'armement. Donc on voit poindre cette idée qu'il faut aussi des règles qui, au fond, viennent encadrer l'économie et pas simplement le droit du travail ou les rapports professionnels, mais aussi l'idée d'une régulation économique. Alors, dernier point, qu'advient-il de ça? Quelle est cette postérité? Qu'advient-il de ça? Je ne vais pas refaire l'histoire du Front populaire, mais Daniel Tartakovsky a dû vous en parler. À partir de l'été 1936, beaucoup de choses vont modifier la conjoncture. Il y a une certaine reprise, mais faible sur le plan économique en France, et qui est contrariée par trois éléments, notamment à l'extérieur, dont vous parlera Robert Frank notamment. Premièrement, c'est le réarmement. À l'été 1936, là c'est clair que Hitler réarme, contrairement au traité de Versailles, reconstitue une armée avec le service militaire obligatoire, alors que c'était interdit au terme du traité de Versailles, qu'il soutient la rébellion nationaliste en Espagne franquiste en envoyant l'aviation, etc. Donc là, visiblement, les dirigeants français ont compris que la menace devient véritablement tangible. Et contrairement à la légende qu'a voulu dispenser Vichy, le Front populaire va faire l'effort financier pour le réarmement. Et cet effort financier commence en septembre-octobre, et c'est sûr que sur le plan financier, ça va limiter du coup les possibilités de poursuivre le programme à l'intérieur. Ce que dit Frank, c'est que le réarmement a désarmé le Front populaire. Bon, c'est-à-dire l'a désarmé sur le terrain social. D'où, en février 1937, Léon Blum décrète la pause dans les réformes. Et il dit, voilà, on a donné beaucoup à l'été, on ne donnera pas plus. C'est vrai que dans le programme, il y avait un fonds national de chômage, il y avait la retraite généralisée pour les personnes âgées, donc salariées. Donc, c'est des choses qu'il abandonne en cours de route. Le deuxième élément qui va aggraver encore cette situation, c'est la guerre d'Espagne. Alors là, c'est un clivage à l'intérieur du Front populaire, puisqu'il y a une partie qui est pacifiste, y compris pacifiste à outrance, hein, et puis une partie qui est antifasciste. Jusqu'à présent, elle s'était combinée, face à l'absence de danger immédiat, là, face à la position à prendre vis-à-vis de l'Espagne, puisque le gouvernement républicain espagnol, légal, avait en fait des commandes auprès de la France, des commandes tout à fait commerciales, pour transférer de l'armement, et qui est dénoncé par la droite, par les opposants au gouvernement espagnol, qui disent « mais la France, du coup, intervient dans la guerre civile, il faut que personne n'intervienne ». Et vous savez que Léon Blum, pour essayer de trouver un équilibre entre les radicaux qui ne veulent pas d'intervention, les communistes qui veulent aider l'Espagne et les socialistes qui sont divisés à l'intérieur, dit « bon, on fera la non-intervention » et que cette non-intervention n'est pas respectée par l'Italie et par Et le troisième élément qui va encore aggraver la situation, c'est la fuite des capitaux. À l'été 1936, la France, qui a maintenu la liberté de circulation des capitaux, voit des capitaux qui fichent le camp, va être obligée de mettre en œuvre une dévaluation en septembre et se retrouve dans une situation financière donc difficile qui, au fond, l'empêche de poursuivre les mesures de réforme. Et à partir de ce moment-là, il y a quand même une certaine reprise économique, et notamment une montée des prix qui jusqu'à présent baissaient, et les prix remontent, et du coup les prix viennent rogner les hausses de salaire. Et là, du coup, il y a des conflits, mais beaucoup plus graves et beaucoup moins pacifiques qu'en 1936, parce qu'au fond, un certain nombre de salariés veulent récupérer au fond ce qu'ils sont en train de perdre face à une contre-offensive patronale qui essaye de grignoter ce qui a été accordé en 1936. Et là où le patronat veut récupérer, c'est sur les 40 heures. Parce que les 40 heures, c'est symbolique. Ce n'est pas tellement la diminution du temps de travail, c'est le fait qu'on a diminué le temps de travail sans diminuer le salaire en proportion. C'est-à-dire que derrière le débat sur les heures de travail, mais vous le savez, en général, se glisse le débat sur la rémunération du travail. C'est-à-dire, quand on paye 40, c'est quoi? Quand on a 40 heures, on paye 40 ou on paye
48 ou on paye 46. Quand on a 39, est-ce qu'on paye 39? Quand on a 35, on peut payer 36, 37, 38, 39. Bon. Et vous voyez bien, c'est au moins ce débat-là qui est au moins aussi important que la diminution elle-même. Hein, mais c'est les deux qui sont... Et là, c'est symbolique. C'est-à-dire que le patronat n'a de cesse, et la droite aussi, d'essayer de récupérer, et en 38, avec Munich, qui vont en fait aboutir à l'abandon des 40 heures, puisque les heures supplémentaires ne seront pas payées plus pratiquement que les heures légales. Donc vous êtes tout à fait aussi dans le débat. Donc à partir de ce moment-là, les divisions s'aggravent, et c'est la politique extérieure qui va en fait créer l'élément de division majeure, puisque aux accords de Munich, au fond, les radicaux sont favorables. Une partie des socialistes, pas Blum, mais une partie des socialistes sont favorables à Munich, c'est-à-dire à céder à Hitler face à la Tchécoslovaquie, alors que les communistes sont contre. Donc en fait, la majorité du Front populaire éclate effectivement en 1938, et quand la guerre éclate, c'est en fait un Front populaire divisé auquel elle a faire face. Alors quelle est la postérité de tout ça? Je verrai 4 points pour terminer. Il y a une postérité assez courte et il y a une postérité plus longue. C'est-à-dire que, au fond, cette question de la régulation sociale et économique va laisser quand même des traces, et va laisser des traces par-delà la guerre et par-delà Vichy, y compris avec une réflexion critique. Comment ça va se passer? Ça va se passer par un relais qui est très important, qui est la résistance. C'est-à-dire que dans la résistance clandestine, vous savez que se constitue le Conseil national de la résistance en 1943 par Jean Moulin sur la mission donc de représentation du général de Gaulle en France pour unifier toute la résistance et pour créer une sorte au fond, de conseil qui représente toutes les composantes de la résistance. Et vous savez que c'est cette expérience d'innovation tout à fait étonnante où il y a à la fois des représentants des mouvements de résistance, de zone nord, de zone sud, des partis politiques. De Gaulle, tout réservé qu'il soit à l'égard des partis, sait très bien que vis-à-vis de la population française comme vis-à-vis des Alliés, il faut la légitimité par la présence des partis résistants. Alors évidemment, parmi les partis résistants, le centre de gravité glisse à gauche parce qu'il y a la droite patriote, mais enfin, elle n'est pas extrêmement... Il y a une bonne partie qui est quand même à Vichy. Les radicaux ne sont pas très non plus, une bonne partie se sont divisés, ont soutenu Vichy, sont abstenus, sont peu actifs, etc. Les socialistes, les communistes, qui prennent de l'importance dans la résistance, et puis les deux confédérations syndicales, la CGT, réunifiée, qui avait éclaté de nouveau en 1939 à cause du pacte germano-soviétique, qui se réunifie dans la résistance, et la CFTC, et qui sont partie prenante d'un programme. Et de nouveau un programme. Or, c'est un programme où ils ont en tête tous 36. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils rétablissent 36, ils prolongent 36, ou ils critiquent 36. Alors, ils rétablissent 36. Vichy avait supprimé les syndicats, la liberté syndicale, n'avait pas supprimé les congés payés. Fait tout à fait étonnant, le maréchal savait jusqu'où il ne fallait pas aller trop loin quand même. Donc, ils ne suppriment pas l'office du blé, ils ne suppriment pas les congés payés qui subsistent. Par contre, les conventions collectives ne sont plus respectées. Donc, les syndicats, il n'y a plus de liberté syndicale. Donc, les résistants vont rétablir à la Libération, dans les premiers gouvernements d'union nationale, avec De Gaulle, puis sans De Gaulle, gouvernements où il y a des communistes, des socialistes, des MRP, de la droite patriote, etc. Donc, des gouvernements d'union nationale vont rétablir la liberté syndicale, les conventions collectives. Donc, ils rétablissent 36. Ils prolongent 36. Ils voient bien ce que 36 n'avait pas eu le temps de faire ou n'avait pas pu faire. Le plan complet de sécurité sociale. Je cite le programme du CNR de mars 1944. Un plan complet de sécurité sociale qui comprend notamment la retraite, la vieillesse, la maladie. Donc un plan complet de sécurité sociale. Et on va plus loin que la protection sociale de 1936. Les comités d'entreprise, petit élément intéressant, les comités d'entreprise, donc, si vous voulez, qui vont plus loin là aussi que 36, où il y avait eu que les délégués d'atelier. Là, il y a comité d'entreprise sur liste syndicale au premier tour, 1945, jamais digéré par le patronat. Quelle est l'actuelle revendication du MEDEF? Supprimer l'élection
sur liste syndicale pour faire une élection à titre individuel des salariés, etc., et pas sur liste syndicale. Donc quand on vient nous dire que c'est une revendication moderne, etc., pour nous mettre à flot et à niveau des autres pays, c'est depuis 1945 qu'ils rongent leurs freins, etc. Et chaque fois qu'il y a eu un rapport à faire sur l'entreprise, quand Giscard donne à Sudreau un rapport sur l'entreprise, que demande le patronat? C'est abolir l'élection sur liste syndicale au comité d'entreprise, donc depuis 1945, etc. Bien, donc on prolonge 36, comité d'entreprise, sécurité sociale, donc on voit bien que la poussée, si vous voulez, vers une régulation sociale plus forte, on rétablit les conventions collectives qui vont aboutir, Laure Machut vous en parlera, mais qui va aboutir à ce qui est une garantie des qualifications, des rémunérations, la distinction. On prend beaucoup appui sur la métallurgie, qui était le secteur à la fois fort du point de vue économique et fort du point de vue mobilisation syndicale, où la CGT joue un grand rôle. Les ouvriers professionnels, les ouvriers spécialisés, les manœuvres, les femmes, les enfants, les jeunes. On avait prolongé la scolarité obligatoire jusqu'à 14 ans. Et les femmes sont distinctes. Elles sont reconnues, mais distinctes. Même quand elles ont des emplois, etc. Donc c'était l'idée qu'on garantissait des droits, mais des droits différents, etc. etc. Là-dessus, donc on est dans un temps aussi particulier, il faut bien voir. Mais ça a été le prolongement, le rétablissement de 36. Et deux éléments de critique de 36, ou en tout cas deux nuances par rapport à 36, les 40 heures. Les 40 heures ont été mises en cause comme étant dans la non-reprise de l'économie. Comme quoi ça aurait bloqué, si vous voulez, à certains moments, la reprise, en temps de reprise, d'avoir bloqué à 40 heures. Alors il y avait des dérogations possibles, mais les dérogations nécessitaient l'accord des syndicats et du patronat. Or, on est à partir de 36-37 dans une absence de compromis. Le patronat veut uniquement regagner et les syndicats, du coup, se méfient. Donc il y a une défiance absolue. Donc il n'y a généralement pas d'accord ou peu d'accords de dérogation. Donc c'est vrai que Et là, pour la reconstruction, la CGT réunifiée, devenue encore plus importante, 3 à 4 millions de salariés, voit bien qu'il faut sans doute rétablir 48 heures. Mais 48 heures avec une semaine légale de 40 heures. C'est-à-dire qu'ils acceptent le compromis, on va rétablir la semaine légale de 40 heures, on est d'accord, on fera 48, mais vous nous payez 20% de plus les heures supplémentaires. Et par rapport à aujourd'hui aussi. C'était ça la base du compromis. Bataille de la production, on est bien obligé, la France a connu 15 ans de régression économique, on est obligé de travailler, on ne peut pas se permettre les 40 heures, mais au moins garantissez-nous la semaine légale de 40 heures. Donc si vous voulez, c'est une réflexion critique sur ce qu'a été les 40 heures, y compris de la part du mouvement syndical lui-même par rapport à ça. Donc c'est l'idée aussi d'un ajustement tactique, stratégique, etc. Et le deuxième élément qui n'est pas un véritable attitude critique, mais pratiquement un abandon. J'en ai pas trop parlé parce que justement ça n'a pas donné de suite. En décembre 1936, mais c'est quand même intéressant. Et il y aurait des travaux intéressants. J'ai souvent proposé ça à des étudiants, mais peut-être que ça va revenir parce qu'il y a quand même eu quelque chose. Il y avait l'idée de compléter les mesures de l'accord Matignon par des mesures garantissant une bonne coopération du travail entre les salariés et le patronat. On voyait là le poids, si vous voulez, de la CGT réformiste, qu'on dirait aujourd'hui, de cette fraction plus, disons, favorable au compromis, à la collaboration parmi le mouvement ouvrier. Il y avait l'idée notamment de l'arbitrage obligatoire. Donc il y a l'idée qu'on pourrait trouver un système d'arbitrage obligatoire qui préviendrait les conflits, etc. Et puis on est en décembre 1936, le temps a passé et cette fois-ci le patronat ne veut entendre parler de rien. Donc en fait ça va être abandonné, ça va réapparaître sous une forme qui elle aussi ne débouchera pas en 1938 et c'est ça qui pourrait être un sujet intéressant, ça a été assez peu creusé par les historiens. Il était question de créer, mais c'est trop tard parce qu'il n'y a plus d'accord possible, on est dans la reprise du point de vue de l'offensive patronale, on est en mars 1938. Donc c'est déjà presque plus le Front populaire, c'est l'idée de créer ce qu'on a appelé à l'époque un statut moderne du travail. Alors vous diriez ça aujourd'hui, si c'est statut moderne, c'est évidemment de garantir des droits, mais qui aboutirait jusqu'à, au fond, pratiquement une régulation de la grève.
Donc il y avait une espèce de compromis, vous accordez des droits nouveaux et nous, au fond, on régule davantage pour éviter les conflits, etc. Alors il y avait toute une partie du mouvement ouvrier qui était assez réticent vis-à-vis de ça, parce qu'il ne voulait pas limiter la capacité d'initiative du mouvement ouvrier, notamment sur les grèves, etc. Mais de toute façon, ça n'a pas eu lieu, et de toute façon, en 1945-1946, personne n'a repris ça. C'est-à-dire, si vous voulez, personne n'a voulu revenir sur cette idée qu'il faudrait trouver des règles de fonctionnement préventives qui limiteraient l'initiative syndicale. Parce que d'un autre côté, le patronat ne voulait pas, lui non plus, concéder des droits en contrepartie, et une partie du mouvement syndical, disons le plus radical, ne voulait pas, lui non plus, se limiter, se lier les mains de ce point de vue-là. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a eu cette tentative en 1936-1938 et qu'elle n'a pas été reprise en 1946. Voilà, je vous remercie. J'espère avoir pas été trop long. Merci beaucoup pour cette conférence qui nous a permis de saisir de nombreux enjeux, héritages du Front populaire et qui s'articule parfaitement avec celle de la semaine dernière. Alors maintenant, c'est le temps des questions. Effectivement, je vous invite à poser les questions et toujours à attendre que je vous donne le micro. Monsieur, je voudrais savoir quelle est la différence entre les radicaux et les socialistes. Ils sont tous assez de gauche, non? Si vous voulez, je vais vous répondre avec une phrase de Léon Blum, parce que lui donne sa définition. Au moment de constituer le gouvernement, il s'adresse aux radicaux. Je ne vous prends pas la citation, parce que je ne vais pas perdre du temps quand même là-dessus, mais je ne dis pas que je la connais par cœur, mais je connais le raisonnement de Léon Blum. Léon Blum dit, voilà, je sais très bien, s'adressant aux radicaux, qui font partie de sa majorité, et où il y a d'ailleurs des ministres radicaux, hein, il dit, je sais très bien que pour vous, il n'est pas question de changer le régime social, c'est-à-dire de transformer le capitalisme. Hein, mais que vous voulez en tirer, au fond, davantage de droits et de dignité pour les salariés. Ce que nous proposons aujourd'hui, ça n'est pas un programme socialiste, c'est un programme donc, de Front populaire en alliance avec les radicaux. Donc nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes là pour obtenir des améliorations pour les plus grandes victimes de la crise. Donc nous n'allons tromper personne, nous n'irons pas au-delà. Nous respectons ce cadre, mais ce qu'il dit, c'est que pour vous, c'est sans doute un terme, pour nous, c'est sans doute une étape dans un chemin, mais peut-être, dit-il, nous sommes là pour faire un chemin, et même un long chemin ensemble. Vous, vous arrêtez là, nous, on voudrait continuer, mais de toute façon, l'histoire tranchera. Je paraphrase Blum, mais franchement, c'est vraiment son propos. Donc, si vous voulez, c'est ça. C'est-à-dire que les socialistes ont à l'époque encore en vue la transformation du régime social. Je vous signale qu'il y a un ancien président de la République qui a dit que celui qui ne voulait pas rompre avec le capitalisme n'était pas socialiste, hein, en 1971. Donc ça a laissé des traces encore. Les socialistes, jusqu'à un temps récent, qui peut être peut-être même jusqu'à je ne sais quand, récemment, ne veulent pas laisser aux communistes le monopole de la transformation sociale. Hein, ils veulent se présenter comme voulant transformer. Mais quand ? Vous voyez, voilà, c'est ça. Hein. Donc Blum dit c'est pas le moment, c'est sûrement pas le moment. Donc on est amené à faire un long bout de chemin ensemble. Vous, c'est le terme où vous pouvez aller. Nous, c'est un élément sur le chemin. Pour l'instant, on est sur le même chemin. Ça répond à votre question. Ça va là ? Oui, voilà. Oui, à un moment, vous avez dit que les communistes avaient un peu changé leur position. Et je voulais savoir jusqu'à quel point ils étaient autonomes ou plus ou moins téléguidés par Moscou. J'ai pas dit un peu changé, j'ai dit beaucoup changé. J'ai dit carrément beaucoup changé. Hein. Oui, c'est incontestable. Hein. C'est une révision stratégique à l'échelle de l'international communiste. Hein. Donc c'est même encore un petit peu plus compliqué que Moscou. Mais enfin, il y a Moscou, bien entendu. Mais c'est l'international communiste qui est dirigé à l'époque par Dimitrov, en accord avec Staline. Hein. C'est très évident. Alors jusqu'à quel point, bon, il y a eu un débat, mais là c'est un débat un peu vraiment entre spécialistes qui vont découper les cheveux en 18. C'est jusqu'à quel point, au fond, le Parti communiste français n'aurait pas eu une petite initiative là-dedans, des 34, etc.
Bon, je ne suis pas très sûr, je pense que c'est aussi une reconstruction. Non, c'est bel et bien un changement. Si vous voulez, pour être le plus clair possible, indépendamment des nuances ensuite, de toute façon, le Parti communiste français n'aurait pas pu prendre une initiative nouvelle sans l'internationale communiste, et a fortiori encore moins contre l'internationale communiste. Donc c'est évident que c'est un... Mais il est probable que l'expérience française a aussi alimenté le tournant général. C'est au 7e congrès de l'internationale communiste, à l'été 1935, que véritablement la stratégie de Front populaire qui a été mise en œuvre par les communistes dès octobre 1934, donc 6 mois avant, est mise en avant, vous voyez, pour montrer c'est comme ça qu'il faut faire, etc., etc. Donc c'est évident que c'est une stratégie internationale. Il est probable, mais je reste prudent, il est probable que les dirigeants français ont pesé aussi là-dedans parce qu'ils ont vu que c'était peut-être aussi une manière d'éviter l'isolement qui avait été fatal aux communistes allemands et aux socialistes allemands. Mais de toute façon, c'est effectivement une stratégie internationale approuvée par l'URSS. Deux questions. La première, Pierre Mendès France a ultérieurement dit plusieurs fois, si je me rappelle bien, qu'il y avait eu une sorte de véritable sabotage de la reprise économique par le patronat, ou du moins une partie d'entre lui. Bon, où est-ce qu'on en est par rapport à cette appréciation ? L'autre question, est-ce qu'il n'y a pas une modification de la politique économique du Front populaire avec, je crois, le rôle de Georges Boris auprès de Léon Blum? Alors, je réponds par la deuxième avant la première, ça ne vous gêne pas. Qui sont Mendès France et Boris, qui sont très proches. Donc Mendès, il a à peine 30 ans, en 37, il est né en 1907, donc oui, il est tout jeune. C'est un des radicaux qu'on pourrait dire aujourd'hui de gauche, enfin en tout cas un des radicaux à la fois qui se détermine de deux manières, à la fois effectivement pour l'alliance avec les socialistes et qui sur le plan extérieur est pour la fermeté, il va être contre Munich, etc. Donc qui n'est pas sur le pacifisme, il est sur l'antifascisme. Mais sur le plan économique, alors Mendès et Boris ont eu un rôle assez important, mais sans effet très immédiat, c'est que ce sont les deux qui vont connaître et diffuser Keynes. Alors Keynes sort en anglais, à la fois en Angleterre et aux États-Unis en février 1936, son livre sur la théorie générale de l'intérêt de la monnaie, de l'emploi de la monnaie, mais qui est en anglais et qui est peu traduit. Et il faudra attendre 1941 pour qu'il sera traduit en français. En revanche, et Mendès et Boris l'ont lu en anglais. Et vont jouer un rôle pour diffuser ces idées de Keynes, vous savez, d'une relance par la demande, à la fois la consommation et l'investissement, et en particulier par les dépenses d'armement, en 1938, quand Blum crée un gouvernement qui ne dure que quelques semaines. Quand on fait appel à Blum, après, en fait, le Front populaire est déjà quasiment divisé et Blum est renversé avant même de présenter son gouvernement, mais où il a en fait pris appui sur Mendès, qui a été nommé sous-secrétaire d'État au Trésor, avec l'appui effectivement de Georges Boris auprès de Blum. Et c'est dans cet esprit keynésien, c'est-à-dire disant, au fond, une relance désormais, par la demande, a du sens pour faire une reprise et qui intègre la question de l'armement. Et c'est par l'armement qu'on va sortir la France de la crise, ce qui de fait va être vrai, mais après 1938. Et donc, évidemment, ce n'est pas le Front populaire qui en bénéficie. Donc là, ça répond à votre deuxième question, je pense. Sur la première, alors Mendès était un petit peu plus modéré que vous, mais enfin, grosso modo, il disait pas tout à fait sabotage, mais il disait un peu ça. C'est-à-dire, effectivement, mais là aussi, vous allez retrouver des choses. Après l'été 1936, où il a fallu concéder toutes ces augmentations de salaire, etc., il est effectif qu'une partie du petit patronat, du moyen patronat, est en difficulté. Parce que ça veut dire des coûts plus élevés, etc. Là, le raisonnement des socialistes, et là, vous allez trouver des éléments de constante, je ne sais pas. La réponse des socialistes, l'objection, on leur a fait dès 1936, en leur disant « Mais attendez, là, vous nous écrasez, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez vu les augmentations, qui sont quand même élevées, que j'ai signalées. » Ils disaient, au fond, « Mais vous allez compenser ça par des quantités supplémentaires vendues. C'est-à-dire que le coût unitaire va baisser,
parce que vous allez vendre plus. C'est vrai que s'il y a reprise. Oui, c'est vrai s'il y a reprise. Alors pourquoi il n'y a pas reprise? Bon, évidemment, le patronat met en avant les 40 heures. Mais ça ne vous étonne pas. Même ceux qui ne font pas 40 heures disent, mais c'est les 40 heures qui nous bloquent, quoi. Parce qu'ils veulent revenir absolument là-dessus. C'est la stratégie unique. On laisse passer le reste, mais les 40 heures, on ne cède pas, quoi. Or, il y aurait pu y avoir, effectivement, il était prévu des dérogations. Activités saisonnières, manque d'ouvriers qualifiés, des besoins particuliers de telle ou telle branche, c'était prévu. Contrairement à ce qu'on dit, ce n'était pas si rigide que ça. Mais c'était suspendu à un accord entre représentants patronaux et représentants syndicaux. Or, à partir de l'automne 1936, si vous voulez, la politique patronale, c'est vraiment la revanche. C'est-à-dire on ne cède rien tant qu'on n'a pas obtenu satisfaction sur les 40 heures. Donc vous voyez, ça illustre peut-être votre question, c'est-à-dire que si vous voulez, même si concrètement, économiquement, on a la possibilité d'obtenir une... En fait, il faut quand même obtenir quelque chose de symbolique, qui est de revenir sur ce qui a été accordé trop généreusement dans la grande grève de 1936. Et donc, ce n'est pas une politique du pire, mais en tout cas, ce n'est pas une politique de compromis social qui aurait pu peut-être permettre une reprise plus nette, vous voyez. Donc, bon, ajoutez à ça le fait qu'il y a effectivement assez peu d'investissements pour anticiper la demande. Au fond, les socialistes partaient du principe qu'on va relancer la demande par les salaires. C'est le privé qui paye, ce n'est pas du financement public tout ça, puisque ça a été accordé par le privé. Donc il n'y a pas d'emploi public tellement. Il y a eu un peu d'embauche, mais pas tant que ça. Même les compagnies de chemin de fer qui vont embaucher beaucoup sont encore privées. La SNCF ne date que de 1937 et c'est une SNCF qui n'est pas une nationalisation du Front populaire, c'est les radicaux après Blum, c'est les compagnies qui demandent à être, parce qu'elles sont endettées à l'égard de l'État, donc elles veulent transformer cette dette en capital. Donc c'est elles qui sont demandeuses parce qu'elles savent qu'elles ne feront plus d'argent avec les chemins de fer. Donc elles veulent se désengager, y compris la Compagnie du Nord. Donc c'est une nationalisation quasiment à la demande des compagnies. Donc il faut faire attention. Donc il n'y a pas d'embauche publique, c'est beaucoup une embauche privée. Les socialistes disaient, bon, normalement, le patronat, sachant qu'il y a une relance par la demande, va investir. Mais il faut quand même qu'ils aient confiance dans cette demande et qu'ils veulent jouer le jeu. Et c'est vrai que là, il y a eu, très inégalement, une reprise de l'investissement, vous voyez. Et je pense qu'il y a eu aussi cet aspect du fait que la vision stratégique de revenir sur ce qui avait été accordé, au moins symboliquement, sur les 40 heures, primait un peu sur même des accords qui auraient pu être tenus localement. Alors il y en a quand même eu. Il y en a quand même eu localement des accords, effectivement, qui ont permis de certaines dérogations, mais qui, en fait, ont été très, très, très minoritaires. Donc on entre effectivement à partir de l'automne 1936 dans une situation de dissensus, vous voyez, d'absence de compromis de part et d'autre. Parce que du coup, les syndicats n'ont pas confiance non plus, voyant que le patronat ne veut pas vraiment accepter ce que la loi avait établi, qui était quand même la majorité à l'époque parlementaire. Vous voyez. Donc il y a une situation de tension incontestable qui n'est plus du tout l'atmosphère relativement pacifique de l'été 36, si vous voulez, où là, au fond, les travailleurs au fond, occupaient leurs entreprises dans une relative sérénité parce qu'ils se sentaient forts et que par ailleurs, il n'y avait pas trop de tension. Vous avez parlé de la fuite des capitaux. Donc, est-ce qu'ils sont partis où est-ce qu'ils sont partis d'abord? Et est-ce qu'ils sont partis à cause de l'imminence de la guerre? Et quand vous évoquez le blocage des patrons, bon, vous avez tout à fait bien explicité, mais est-ce que l'imminence de la guerre a joué également dans leur attitude frileuse? Je pense que la situation intérieure pèse beaucoup plus à ce moment-là. Et la fuite des capitaux, elle est au fond, elle est contemporaine à la fois de la grève, si vous voulez, et des accords et des lois dont j'ai parlé. C'est vraiment à l'été 36. D'autre part, la fuite des capitaux, vous savez où ils vont, les capitaux depuis. C'était déjà le cas. Ils vont en Suisse. Non, ils vont en Suisse. Non, ils vont en Suisse.
Je vous remercie donc encore une fois pour cette conférence. Je vous rappelle que le comité d'histoire organise aussi des conférences aux Archives de Paris et en collaboration aussi avec la mairie du 11e. Donc vous pouvez retrouver sur le site du comité en ligne le cycle en cours aux archives. C'est sur les arts du superflu, un luxe indispensable, donc sur l'artisanat de luxe à Paris. Aux archives et à la mairie du 11e, c'est sur le mécénat et la philanthropie. Voilà. Merci beaucoup. Ah oui, mais ça c'est pas nous qui l'organisons.